Bonjour tout le monde. C'est une expérience de répondre à cette demande inaugurale de ce cycle, c'est-à-dire de savoir si la violence est une fatalité ou n'est pas une fatalité. Et c'est par la question de la fatalité que je vais commencer en vous présentant, d'abord mon titre, c'est « La violence et la vie ». Ce titre, il est important parce que dans l'étymologie de la violence, il y a la question de la vie. Et je crois que c'est central pour faire face à la violence, y compris dans l'hôpital, de se dire qu'au cœur de la violence se pose la question de la vie et d'un moment de vie, un moment vital, un moment crucial pour un sujet, y compris le sujet violent, pas seulement celui soumis à la violence. Donc cette parenté étymologique entre la violence et la vie me semblait de bon augure pour commencer ce cycle et avec ce contraste. C'est vrai qu'il y a un côté fatal dans la violence, qu'elle se répète, qu'elle ne cesse de se répéter comme une pulsion de destruction, de mort qui vient faire retour partout, tout le temps. Pourtant, on a parfois l'impression d'être à l'abri de cette violence. Et là, je vous fais une petite citation de Kundera, qui, je trouve, est adaptée à la plupart d'entre nous. Chacun peut le prendre à sa manière. Kundera écrit « La plupart des gens évoluent dans un cercle idyllique entre leur foyer et leur travail ». Bon, peut-être qu'il exagère, mais enfin... évoluent dans un cycle idyllique entre leur foyer et leur travail. Ils vivent dans un territoire paisible, par-delà le bien et le mal. Ils sont sincèrement épouvantés à la vue d'un homme qui assassine. Mais en même temps, il suffit de les faire sortir de ce territoire tranquille et ils deviennent des assassins sans savoir comment. Et l'histoire nous montre que ce genre de glissement est possible. Donc, la violence habite chacun. C'est ce qu'énonçait aussi un voisin, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui imaginait, dans un petit paradigme, un mandarin dont le décès est susceptible d'apporter de grands avantages à celui qui a la possibilité de le tuer à distance par un simple acte de volonté sans le moindre risque d'être identifié. Vous voyez, donc vieille ville de Genève, quoi. C'est la chose qu'on imagine, et que, au fond, Rousseau interroge son lecteur. Êtes-vous certain que vous ne le feriez pas? Je vous pose la question. Et Freud lui-même a repris cette fiction de Rousseau, et il ajoute qu'il aimerait non seulement ne pas être à la place du mandarin, mais qu'il ne garantirait rien par rapport à l'assurance vie de celui que celui-ci aurait contracté. Bon, donc, ça c'est le versant fatalité. Pourquoi la violence? Et est-ce que c'est un cycle dont on ne va jamais sortir, ou est-ce qu'il y a un espoir par rapport à cette violence? Pour essayer d'avoir un espoir par rapport à la violence, il faut se questionner sur les sources de la violence, et en particulier les sources subjectives de la violence. Est-ce que vraiment c'est enchaîné les choses ont commencé depuis le péché originel dans une dimension sans fin? Alors évidemment, d'où vient la violence? Est-ce que c'est un fait de culture propre au malaise dans la civilisation? Est-ce que c'est un fait de nature qui est à la base de la destructivité? C'est une question complexe. Ariane Jacobino qui est là, on a fait un petit positionnement sur cette question biologique ou psychologique de la violence. C'est un problème très compliqué, je crois que le débat est ouvert. Et évidemment, depuis la place que j'occupe, je vais prendre maintenant la question psychologique subjective de la violence. Avec cette question, l'homme est-il un loup pour l'homme? C'est la phrase qu'on prononce souvent. Ou est-il pire qu'un loup? Et là, je vous fais une petite référence littéraire, parce qu'au fond, cette question ne date pas d'aujourd'hui, avec l'écrivain Balthazar Gracian, qui, dans le Criticon,
écrit entre 1651 et 1657, donc XVIIe siècle, dont Balthazar Gracian raconte l'histoire des retrouvailles de Crityle et son fils Adrieno, et qui pensaient perdus après un naufrage. Donc il y a eu un naufrage et ce fils a été accueilli par des animaux et il a été sauvé sur une île après le naufrage. Les animaux se sont occupés de lui et au fond il s'est retrouvé comme un enfant sauvage, sans parole. Et Crityle, qui retrouve miraculeusement, je vous laisse lire le Criticon de Balthazar Gracian, Crityle retrouve son fils, lui apprend le langage et le fils, Adrieno, se réjouit de se confronter à la société humaine en disant, ben voilà, je vais quitter cette île et je vais trouver enfin les humains. Et Crityle, le père, le met en garde contre les hommes, les présentant comme plus dangereux et plus destructeurs que tous les animaux ensemble. Je vous lis la citation de Balthazar Gracian, les propos de Crityle. Tu as été heureux de n'avoir jamais eu pour compagnie que des bêtes sauvages, et moi, malheureux de n'avoir eu que celles des hommes. Chaque homme est un loup pour ses semblables, si toutefois il n'est pas pire d'être un homme. Les hommes sont plus féroces que les fauves, et bien souvent, ils apprirent aux tigres à devenir plus cruels qu'ils ne l'étaient par nature. Voilà la description de Crityle sur les humains. Et effectivement, la férocité de l'homme à l'endroit de son semblable dépasse tout ce que peuvent les animaux et qu'à la menace qu'elle jette sur la nature entière, la férocité des humains, les carnassiers eux-mêmes reculent horrifiés. Bon, voilà le diagnostic de Balthazar Gracian, XVIIe siècle. Bon, s'il n'y a effectivement aucun animal qui surpasse l'homme en cruauté, est-ce vraiment l'animalité de l'homme qui se manifeste dans la violence? Est-ce que ce ne serait pas plutôt dans la nature de l'homme, au sens de la culture, d'être violent? La violence serait le propre de l'homme. Et là, je vous fais la dernière petite citation de Freud dans Malaise dans la civilisation, ce petit inventaire freudien assez pessimiste à l'origine de la psychanalyse, enfin dans le courant de la création de la psychanalyse. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser, de le tuer. Voilà le programme de l'humain. Donc maintenant, vous êtes dans le programme de l'humain, en plus vous êtes des soignants, moi aussi, on est dans un hôpital, en psychiatrie on se confronte à la violence, dans les soins médicaux, j'ai aussi entendu qu'aujourd'hui la violence verbale, physique était de plus en plus présente, donc que fait-on Alors, ça oblige de s'interroger sur les sources de la violence. Et là, je prends Saint-Augustin, n'est-ce pas, cette fameuse phrase que beaucoup d'entre vous connaissent, de la fameuse invidia, de l'envie propre à l'humain. Envie des humains entre eux. J'ai vu de mes yeux et bien observé un tout petit en proie à la jalousie. Il ne parlait pas encore et il ne pouvait sans pâlir arrêter son regard au spectacle amer de son frère de lait. Son frère de lait pendu au sein de sa mère. Donc il y a une dimension au sein de la relation primaire des humains entre eux, d'invidia, d'envie, qui implique une certaine jalousie
envie et une certaine destructivité. Bien sûr, dans un édifice comme les HUG, ça n'existe pas de rivalité, pas d'envie, chacun est content de ce qu'il a et se débrouille avec sa situation. Les ressources humaines ne sont peut-être même pas quelque chose de nécessaire, tellement merci pour l'ouverture, tellement les choses fonctionnent bien, parce que finalement, ce petit qui reste appendu, qui reste jaloux en voyant son frère appendu au sein de sa mère, c'est quelque chose qui ne quitte pas forcément les relations entre les humains. Je vous dirais même les psychiatres entre eux, il y a un peu de ça, et les psychanalystes dans les sociétés analytiques aussi. Donc, au fond, la violence est liée à l'identification. Et ça, je pense que c'est un point très important, c'est-à-dire qu'elle est constitutive de l'identité. C'est là qu'il y a un piège, un nouage qui est très difficile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité sans avoir ce phénomène de rapport au même, de rapport à l'autre comme semblable, n'est-ce pas? Et que ça fait partie, on se constitue depuis l'autre. L'autre qui est il va nous permettre de devenir je. Donc, dans l'identification primaire, il y a cette jalousie primordiale qui est constitutive de l'identité. Ça, c'est un point très, très important. Ça veut dire aussi que quand l'identité est mise en danger, dans des situations extrêmes, par exemple la maladie, l'accident, la proximité de la mort, des situations traumatiques, impossibles à supporter, il n'est pas exclu que cette violence constitutive soit libérée, soit plutôt, libérée dans le sens négatif des choses, et que, effectivement, le fait que le moi se constitue en même temps que l'autrui dans le drame de la jalousie, c'est une façon, Lacan a beaucoup travaillé le stade du miroir, il y a cette dimension-là. Bon, d'autres parlent de rivalité mimétique, dans le même, les Grecs disaient éris, la querelle entre ceux qui sont semblables, éros, l'amour entre ceux qui sont différents. Et là, c'est l'élément, on pense qu'on ne supporte pas l'autre comme différent, mais peut-être c'est l'autre comme semblable qui est plus un peu insupportable. Ce qui est probablement à la base de certains types de racisme, comme l'antisémitisme et des choses de ce genre, c'est-à-dire, au fond, plus il y a de proximité, plus c'est insupportable. Et donc, tout ça se constitue, cette identité, cette construction qui tient quand même. Là, j'ai l'impression, je m'écoute tout en parlant, je me dis, je suis vraiment peut-être trop catastrophiste. Je commence sur un ton très pessimiste, mais enfin, il faut quand même bien le réaliser qu'il y a quelque chose comme ça qui est constitutif de l'humain. Il suffit de lire le journal, de regarder les télévisions, d'expérimenter la frontière pourtant purement abstraite entre la France voisine et nous-mêmes, de regarder certains mouvements politiques pour s'apercevoir que cette mise en danger de soi par l'autre, elle est très centrale dans notre culture, dans la société, dans le monde. Alors, essayons de faire un pas supplémentaire. D'où vient cette nécessité de s'accrocher à une identité tellement fortement qu'on est prêt à s'y référer pour être destructeur par rapport à l'autre? Pour moi, ça tient à la question de la détresse. C'est-à-dire, au commencement est la détresse. Un petit homme est inachevé de naissance. Il est les humains sont les plus néoténiques des vivants. C'est ceux qui ont, au fond, cette situation d'inachèvement, on pourrait dire prématuration normale du petit homme. Il a une prématuration qui est aussi une chance, parce que du coup, il reçoit l'impact de l'autre. Il est dans la dépendance absolue, il reçoit l'impact de l'autre, et ça veut dire qu'il se développe, et qu'il a un développement individuel, toujours différent, toujours surprenant, toujours unique, toujours irremplaçable. Chacun est unique, différent et irremplaçable. C'est aussi dû au fait qu'on n'est pas comme une machine, on n'est pas programmé, on a perdu le mode d'emploi de l'instinct, quoi. Donc il faut se construire dans la relation avec l'autre. Mais au fond, ça met aussi en relation de dépendance par rapport à l'autre. Et si l'autre peut nous satisfaire, eh bien, évidemment, il peut aussi devenir menaçant. C'est-à-dire, du fait d'être vitalement lié à l'autre,
peut faire ce paradoxe que l'autre peut potentiellement être menaçant. Et je crois que cette question de la détresse, n'est-ce pas, d'être dans la dépendance absolue à l'autre, participe beaucoup de la violence à l'hôpital. Parce que c'est une situation où le patient expérimente directement cette situation de détresse qui, effectivement, a tout à voir avec ce qu'on appelle l'état de détresse du nourrisson, du tout-petit. D'état de détresse, c'est-à-dire que, étant inachevé de naissance, il arrive dans le monde, au fond, dans un état où au fond, l'enfant, il tombe dans le monde. Est-ce qu'on sait d'où il vient, pourquoi il est là, pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre, pourquoi ici et pas ailleurs? Qu'est-ce que c'est tout ce qui est autour de moi? Il faut se prendre dans le monde de l'autre pour advenir. Et au fond, en même temps, on arrive au monde avec un vivant. Un vivant, enfin, il y avait un état homéostatique pendant la grossesse. Là, tout à coup, il y a la pesanteur, il y a le froid, il y a le bruit, il y a le monde. Si en plus on est sur un bateau, on est des réfugiés, enfin voilà. Donc il y a un état de détresse. Et que de cet état de détresse, on sort par l'acte de l'autre. L'action spécifique de l'autre. Ce n'est pas abstrait, ça veut dire donner le sein, porter, protéger. Les fonctions de protection chez l'enfant sont plus importantes que tout, et que c'est ça le droit des enfants, la préoccupation des sociétés sur le droit des enfants, c'est que chaque enfant a droit à une enfance. Et avoir une enfance, c'est arriver à faire quelque chose avec le vivant qui nous constitue et avec l'autre qui est là. Et au fond, à partir de là, la tension liée à l'état de détresse se décharge, que se constitue petit à petit le sujet avec toute une série de traces qui ont une fonction de régulation, une fonction homéostatique, une fonction d'équilibration. Alors, d'où ce paradoxe, si l'autre est nécessaire, il peut aussi devenir menaçant. Il y a un lien entre ces deux dimensions. Et que là, on voit le destin de l'humain. C'est-à-dire, ça commence par la dépendance absolue. Je n'ai pas trouvé un dessin qui aurait mis le sein, mais la crèche, le bac et la vie active. Voilà comment, au fond, cette menace se matérialise. Et dans ce trajet, effectivement, il y a ce lien qui, je crois, est un repère très utile pour le cycle qui est en jeu et les échanges que vous allez faire sur la question, le lien entre la détresse et la violence. Alors bon, je ne suis pas fanatique du mot détresse, on pourrait dire l'angoisse aussi. L'angoisse et la violence, la détresse. La détresse, c'est un mot psychanalytique qui a été aussi beaucoup repris d'autres manières, c'est Hilflosigkeit, c'est-à-dire d'être sans aide, c'est-à-dire dans un état, au fond, d'absence possible de recours à l'autre. C'est pour ça que le mot détresse, il n'est pas bien traduit en français, mais en même temps, il y a stress dedans, ça dit bien aussi cet état de vulnérabilité, qui tout à coup intervient et qui peut aller vers le fait de la violence. Pour moi, il y a un lien très fort entre détresse et violence. C'est que si on voit quelqu'un de violent, on doit se poser la question de sa détresse. Sauf que c'est beaucoup plus difficile de penser la détresse face à quelqu'un qui vous agresse. Je veux dire, c'est une opération mentale compliquée de se dire, voilà le petit homme qui tombe dans le monde, qui est soumis à la gravitation, au froid, qui est dans la détresse et la dépendance absolue. Voilà ce type qui est là aux urgences avec une arme et puis qui vous menace ou qui vous injurie, ou sa famille qui vous injurie aussi. Enfin, c'est de se dire, ça c'est de la détresse. Bon, en même temps, il faut quand même réussir à faire cette opération de lien entre la détresse et la violence, entre l'angoisse et la violence, voire entre le traumatisme et la violence. Parce que souvent, on est dans des situations de post-traumatique, c'est-à-dire qu'un accident, une maladie, un diagnostic, c'est un traumatisme.
avant d'être un deuil, quelque chose qu'on peut intégrer en disant, ben voilà, j'ai eu une phase de la vie comme ça, maintenant j'entre dans une autre. C'est-à-dire qu'effectivement, ça réveille une faille propre à l'individu, ça réouvre cette première faille, et avec au fond 2 repères de la détresse que je donnerais pour s'orienter, c'est-à-dire angoisse face à l'autre et angoisse face à l'incertitude. Je crois que ça, c'est les 2 angoisses contemporaines. Ce serait valable dans la société. Je vais le prendre maintenant dans l'hôpital. Dans la société, d'où vient la xénophobie, le racisme, si ce n'est au fond que l'angoisse face à l'autre trouve des fois des objets de la peur avec l'étranger. L'étranger incarne l'angoisse face à l'autre. Voilà, on a trouvé d'où vient l'objet de l'angoisse. Ou bien l'angoisse face à l'incertitude, qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que les choses vont devenir, qu'on est vraiment sur le plan politique. Mais là, je le prends dans l'hôpital. L'angoisse face à l'autre, eh bien, faire face à l'autre, c'est-à-dire le soignant et les soins, c'est-à-dire que c'est une dimension qui est, du point de vue de la relation, extrêmement difficile, par rapport à l'autre qui est le soignant. Tout à coup, malheureusement, le soignant se trouve à incarner l'autre, c'est-à-dire par rapport à l'angoisse. Même s'il n'y peut rien du tout, tout à coup, il devient une figure. Vous comprenez, si on dit l'angoisse face à l'autre, il y a tout à coup quelqu'un qui devient une figure de l'autre et qui s'incarne là. Vous êtes vraiment la mauvaise personne au mauvais moment, quoi. C'est-à-dire vous tombez dans ce moment. Ça ne veut pas dire que ça vous est adressé. Vous voyez, c'est ça qui est complexe, je trouve, dans la violence. C'est pas forcément une adresse. C'est à vous. C'est-à-dire que vous incarnez par rapport à cette angoisse face à l'autre. Tout à coup, vous incarnez l'autre. Et vous passez là dans un couloir, c'est vous l'autre. Et vous devenez l'objet de l'angoisse. De même, les soins. Les soins, c'est-à-dire les démarches de soins. Bon, est-ce qu'on peut distinguer le soin du soignant? La question reste entière, mais il y a l'angoisse. Et puis, il y a l'angoisse face à l'autre, c'est-à-dire qu'il serait une angoisse face à soi-même, c'est-à-dire soi comme un autre. Moi, je pense que quiconque vit une expérience d'hôpital, d'hospitalisation, d'urgence, de soins intensifs et même de consultations banales, se trouve devenir autre que lui-même. Et ça, je crois que c'est une dimension qu'on ne doit pas évacuer de la discussion. L'hospitalisation implique une certaine perte d'identité. Ça, je crois qu'il y a un anonymat. On se retrouve quand même un peu dépersonnalisé quand on est hospitalisé. Dépersonnalisé. Parce qu'au fond, on vit dans la vie avec des semblants. On vous dit, vous êtes monsieur tel et tel, madame tel et tel, le professeur truc et chose, voyez, mais tout ça, c'est des semblants. Et devant la maladie, devant l'accident, devant la mort d'un proche, tous ces semblants chutent. Et il reste l'énigme de ce qu'on est et qui est là fortement présente. Donc, on peut même se sentir un objet des soins. Et je crois que ça, c'est aussi des facteurs de détresse qui sont très importants à prendre en compte. Et qu'au fond, on ne se rend peut-être pas compte à quel point cette dépersonnalisation peut être importante chez quelqu'un qui va se retrouver, au fond, pris comme objet de soin, même si c'est pour son bien. Puis l'angoisse face à l'incertitude, elle est claire. Incertitude pronostique, incertitude face aux soins, c'est-à-dire quel soin va suivre quel soin, comment les choses vont s'enchaîner, qu'est-ce qui va m'arriver, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un transfert, comme on dit en psychanalyse, massif sur le soignant. On se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il va faire? Quel est son programme? Et au fond, nous, vous voyez, c'est une rencontre quand même très compliquée. C'est-à-dire entre des gens qui font ça tous les jours, ils prennent leur voiture, ils cherchent une place de parc, ils pestent pour les embouteillages, il n'y a pas de place dans le tram, ils font leur trajet en train ou ailleurs, et puis ils viennent travailler, puis c'est un jour comme un autre. Et puis le sujet que vous rencontrez, il a un moment terrible de sa vie, terrifiant, une croisée des chemins, il se pose des tas de questions, et là, il y a vraiment une rencontre, non-rencontre programmée qui peut se manifester par de l'angoisse et des incertitudes. Et toute la question de la finitude,
qui est quand même l'hôpital, c'est le lieu du soin, des victoires thérapeutiques, c'est le lieu vraiment qui permet aujourd'hui de sauver énormément de personnes, mais en même temps, même quand c'est positif, la question de la finitude se pose. La question de la finitude et de la mort. Et la mort, c'est irreprésentable. La mort, c'est une croyance. On y croit comme à la mort. La mort, c'est pour les autres. On ne s'imagine pas mort. Comme me disait un enfant, voilà, qu'on avait expliqué, le grand-père est mort, son corps est en terre, son âme est au ciel. Et l'enfant de dire, quand, ok, mais quand mon corps sera en terre et mon âme sera au ciel, moi, où est-ce que je serai? Et à ça, il n'y a pas de réponse. D'où monter de l'angoisse face à l'autre et à l'incertitude. Donc la violence et l'hôpital, c'est un sujet très compliqué qui va sûrement être déployé dans la suite des cycles, c'est-à-dire qu'il y a la violence. J'ai essayé de savoir comment mettre à l'hôpital, c'est-à-dire la violence des patients, la violence des proches, des familles, qui sont aujourd'hui très, très présents, la violence à l'hôpital, c'est-à-dire que dans ce lieu qui est de relation d'aide, relation de soins, prendre soin de l'autre, le rencontrer, il y a tout à coup la violence qui surgit, parce que la détresse surgit et qu'on ne calcule pas à l'avance qui vient incarner l'objet de l'angoisse. Puis bien sûr, il y a aussi la violence de l'hôpital, c'est-à-dire cette contradiction interne à la médecine que les soins impliquent une certaine violence, en eux-mêmes, violence vers la vie. C'est pour ça que je pense qu'il faut tenir compte de cette double acception, voilà, ce à quoi on peut rattacher la violence de la maladie et la violence de l'accident. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on peut détacher la violence, quand il y a un moment vital, un moment crucial, où la vie et la mort sont en balance, effectivement, vient en jeu la vie, c'est-à-dire aussi la violence, comme revendication de vie, comme recherche de vie. Alors voilà, donc le paradoxe, c'est qu'il y a une dimension de détresse, de détresse, qui implique de la violence. Alors comment remonter de la violence à la détresse? C'est un peu ça la question qui se pose aux soignants, c'est-à-dire que quand la violence a démarré, c'est difficile de remonter à la détresse qui est à sa source. Et en même temps, il faut réaliser que la violence, d'ailleurs j'aurais pu mettre la flèche verte depuis la violence vise une réinstauration subjective. C'est là que la violence va vers la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui est violent, son projet, c'est un projet de réinstauration subjective, aussi, quand même, malgré son comportement. Vous voyez, c'est-à-dire, si vous dites la violence est constitutive de l'identité, il y a une identification primordiale qui contient la violence, que quand l'enfant est dans la détresse, eh bien, effectivement, quand l'acte de l'autre n'est pas suffisant, il est replongé dans cette détresse et il est pris dans une dimension de violence. J'aime bien cette phrase. Freud, Einstein lui a demandé en 1932 pour la Société des Nations à Genève de faire un texte sur pourquoi la guerre. Bonne question. Pourquoi la guerre? Parce que là, on parle de la violence à l'hôpital, c'est déjà soft, mais enfin, on peut se demander pourquoi la guerre. Et dans ce texte, qui est très intéressant, parce que Einstein met en jeu les idéaux, et puis voilà, puis Freud est plus pessimiste, et puis il dit le problème, c'est que l'humain, l'être vivant, préserve, pour ainsi dire, sa propre vie en détruisant celle d'autrui. C'est-à-dire l'humain se sauve en détruisant l'autre. C'est-à-dire que c'est un mouvement salvateur, et en même temps, l'autre est détruit par ce mouvement salvateur. Alors là, j'ai refait mon schéma de la détresse, c'est-à-dire qu'au fond, dans la détresse, il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver la réponse. On n'arrive pas à trouver la réponse qui va permettre l'équilibration que j'avais montrée dans le premier schéma. Et au fond, il y a une rupture de l'équilibre qui débouche sur un acte violent. C'est-à-dire le sujet se donne à lui-même un acte, fait un acte pour s'équilibrer à travers un acte violent, c'est-à-dire une tentative de s'équilibrer à travers la violence, et qui vise aussi quelque chose du côté de la vie. Donc c'est, si on veut
tout mon exposé tourne autour de ce paradoxe que la violence est destructrice, mais elle est en même temps salvatrice, et que vous, comme soignants, nous, comme soignants, quel que soit son métier, y compris ceux qui accueillent les patients, les secrétariats, l'entrée de l'hôpital, doit trouver le moyen de réinstaurer cette dialectique, parce que dans l'acte violent, il y a un acte de vie, quoi. Il y a une tentative de vie, et effectivement un recours à la violence, à l'acte violent, pour tenter de reconstituer une identité mise en danger. C'est tout à fait central, évidemment, l'objet est ici l'hôpital en général, la maladie, les urgences, les services de soins, mais dans la psychiatrie, c'est central. C'est-à-dire, un adolescent violent est un adolescent qui fait une demande, qui essaye de reconstituer une identité mise en danger. Et là, il faut se dire qu'il y a différents types d'actes violents. Il y a ce qu'on pourrait appeler des acting out, c'est-à-dire des histoires sans parole qu'on peut déchiffrer, qui convoquent ses spectateurs. Quelqu'un fait un acte, cet acte, si vous dites oui, c'est la violence, ben, je dirais non, ce n'est pas la violence, c'est les violences. C'est-à-dire à chaque sujet son acte. Cet acte, il se déclenche à un moment donné. La conjoncture du déclenchement de cet acte est prise aussi dans l'histoire du sujet. Et la violence elle-même est un scénario, il se scénarise, et ce scénario est une histoire sans parole. Donc notre travail de soignant, c'est d'arriver à reconstituer le dire qui est complètement recouvert par l'acte et retrouver quelque chose. Parce que quelqu'un qui met en scène une détresse à travers une violence énonce une histoire sans parole qui peut avoir un sens à condition qu'on soit capable d'entrer dans la singularité de cette situation. Ou alors, l'autre dimension de l'acte, c'est le passage à l'acte. Ça, c'est qui, au contraire, n'a pas de sens. C'est un franchissement. Le passage à l'acte, il est sans avant, il est sans après. Certains passages à l'acte meurtriers ont cette caractéristique. Et que les gens essayent d'élaborer après coup, en prison par exemple, qu'est-ce qui leur est arrivé, mais le passage à l'acte, il est sur un trou, et un trou dans les représentations. Je crois que c'est très important d'avoir cette clinique différentielle de l'acte pour penser l'acte violent à travers la clinique différentielle de l'histoire sans parole et du sens pour le sujet et d'un franchissement où il essaye de se reconstituer comme tel. Au fond, ces deux dimensions, pour le dire depuis mon champ clinique, qui est la psychiatrie d'enfants et d'adolescents, sont présentes dans le suicide. Il y a certains suicides qui sont un appel à l'autre, qui convoque l'autre, qui convoque ses spectateurs, qui dit quelque chose, et puis il y a des tentatives de suicide qui surgissent hors de tout sens, comme un franchissement. Et c'est la tragédie du suicide des adolescents, parce que, par exemple, de ceux qui font des raptus, sautent par la fenêtre ou d'un pont, parce que je pense malheureusement que si on les interviewait pendant leur chute, ils disent qu'ils ont fait un saut vers la vie, et pas un saut vers la mort. Un saut pour vivre enfin, pour vivre différemment. Et c'est quelque chose d'effrayant d'imaginer ce seuil bas du déclenchement de certains passages à l'acte. Et je pense qu'on retrouve ça dans tout passage à l'acte, y compris les passages à l'acte meurtrier. La violence augmente-t-elle? Vous aurez le chef de la police de Neuchâtel, que je connais bien, qui va vous démontrer que ce n'est pas si évident que ça, et qu'au fond, c'est peut-être la sensibilité des gens à la violence qui augmente, et pas forcément la violence qui augmente. Mais enfin, on peut se dire qu'effectivement, on est à une époque peut-être de la chute des idéaux, qu'il y a une levée de l'inhibition, qu'il y a un déclin des pratiques symboliques, déclin des rites de passage, qu'il y a de moins en moins de repères symboliques pour le sujet, qui peut se trouver au-delà de la loi, au-delà de la culpabilité, et que tous ces mécanismes, donc au fond, le traitement du malaise dans la civilisation, c'est par la culpabilité, et en même temps, la culpabilité provoque un malaise au-delà de la limite, et que au-delà de la limite, ça c'est ce que m'enseigne aussi ma clinique, ce que les gens vous disent, c'est qu'au-delà de la limite, l'autre n'existe plus. Des jeunes qui ont fait des actes effrayants, comme des jeunes que j'avais vus qui avaient torturer quelqu'un, enfin, pour avoir de l'argent, etc. Qu'est-ce qui les a traumatisés? C'est qu'après, ils sont sortis de ce lieu d'effroi, ils sont allés en ville, ils ont commandé un café,
le monde n'avait pas changé. C'est ça qui était totalement traumatique. C'est ce qui a été dit aussi par ceux qui étaient tombés dans la cordillère des Andes et qui avaient mangé de la chair humaine. Ils ont dit ce qui était traumatique, ce n'était pas de manger de la chair humaine. Vous vous souvenez de cette histoire d'avion, etc. C'est que ça soit possible de manger de la chair humaine. Et ça, je crois que la transgression, elle va avec la loi. Quelqu'un qui transgresse, il a le sens de la loi. Et qu'il y a maintenant une série de sujets pour qui peut-être cette dimension n'existe pas. Donc ça, c'est aussi une confusion des langues, c'est-à-dire que si on les écoute comme si pour eux ces dimensions étaient partagées, je crois que c'est aussi quelque chose à tenir en compte et qu'on pourrait se dire que, là j'ai fait un petit schéma, mais que cette augmentation de la violence qui augmente, au fond, elle est différente, la violence à l'époque où les idéaux sont plus grands que, j'ai mis pulsion, que l'impulsion, que les idéaux pèsent, hein, c'est-à-dire l'adolescent de mon époque, il était inhibé, hein, et que pour se déclarer son amour, ça lui prenait 10 ans. Hein, et au fond, il transpirait, et plus il aimait la personne, plus il était bloqué, et d'avoir bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais enfin, donc les idéaux étaient prépondérants. Maintenant, vous trouvez la clinique inverse, c'est-à-dire qu'il y a la pulsionalité, l'impulsion, n'est-ce pas? Voire même, voilà, maintenant j'ai des jeunes qui consultent en disant, ben voilà, je fais tout le Kama Sutra en entier, mais rien. J'éprouve rien. Et qu'est-ce que c'est qu'être amoureux? Donc j'ai passé ma carrière à commencer par ceux qui n'arrivaient pas à avoir une sexualité tellement ils étaient amoureux, pour finir avec ceux qui sont tellement sexuels qu'ils ne sont plus amoureux. Alors bon, et que dans cette époque, effectivement, les idéaux sont moins présents et qu'on est aussi à l'époque du tout de suite et du encore plus. D'ailleurs, des fois, je me dis, les pathologies pédopsychiatriques sont à l'image des époques, hein, qu'aujourd'hui c'est hyperactivité, déficit d'attention, zapping généralisé, plus personne, on passe d'un truc à l'autre et on veut tout de suite, et qu'effectivement, si on se dit qu'on est un monde régi par le tout de suite, de faire la queue aux urgences, d'attendre son tour, de ne pas avoir la visite du médecin, d'avoir tout de suite, ça réveille une faille peut-être même infantile qui est importante. Bien, donc j'ai terminé. Je vois qu'il n'y a pas d'horloge ici, mais je pense que je suis arrivé au bout. C'est-à-dire que je me dis, si on dit, je termine comme ça, que la violence, paradoxalement, est la recherche d'une issue. Notre question à l'hôpital, entre soignants, multidisciplinaires, dans ce lieu impossible, hein, pour moi c'est un métier impossible. Je vais encore citer, si vous lâchez un psychanalyste dans un auditoire, il va citer Freud, mais je trouve qu'il a dit des choses très importantes. Il y a 3 métiers impossibles, c'est soigner, gouverner et éduquer. Et qu'au fond, dans un hôpital, on est beaucoup dans ces 3 métiers impossibles. Donc je pense qu'il y a une dimension impossible, hein, mais qu'au fond, on a compris que s'il y a une potentialité de solution dans la violence, il faut se demander s'il n'y a pas d'autres issues que la violence. Alors je mettrais accéder à la détresse sous-jacente à la violence, hein, je pense que comment est-ce qu'on peut construire l'angoisse dans une situation où on est soi-même angoissé et confronté à la violence de l'autre, mais enfin il faut quand même avoir ça comme boussole, hein, de mettre comme une feuille, on dit voilà, chercher l'angoisse derrière la violence, que ça implique la question de la rencontre, et c'est certainement beaucoup plus difficile de rencontrer le sujet violent que le sujet qui est dans le lien. Il y a quand même la place de la parole, parce qu'on a des fois des pratiques sans parole, parce que finalement on a de la peine à les border par la parole, aussi d'écouter l'autre et de retourner vers la singularité de non pas la violence, mais des violences. J'ai écrit un livre qui s'appelle « À chacun son cerveau », je pourrais dire « À chacun sa violence ». Donc, tout ça, c'est un équilibre, je termine, un équilibre entre l'impuissance et l'impossible. Et comment faire jouer le curseur entre l'impuissance et l'impossible. Parce que souvent, comme soignant, quand on est confronté à quelque chose de plus fort que soi, on est du côté de l'impuissance. Et l'impuissance
elle est quand même corrélée à une certaine mégalomanie, comme si on arrivait à être puissant, hein, à pouvoir faire tout ça. Et que des fois, c'est bien de mettre l'impossible. L'impossible qui est de structure, quoi. Il y a quelque chose là-dedans qui nous échappe, qui nous résiste. Et finalement, en misant sur l'impossible, en utilisant aussi la contingence de quelque chose qui se produit, on arrive à ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire à créer des médiations, des rencontres. Donc, je terminerai en disant peut-être parfois il faut miser sur l'impossible pour réinstaurer le champ des possibles. Bon, merci.